Vous évoquez le général de Gaulle. Celui-ci a employé la stratégie des alliances de revers, notamment en instaurant la détente avec l'URSS, en reconnaissant la Chine de Mao. Aujourd'hui, quelles alliances de revers la France pourrait-elle créer pour échapper justement à cette hégémonie atlantiste, enfin euro-atlantiste? Merci de le rappeler, vous avez mille fois raison. Lorsque De Gaulle a reconnu la Chine populaire de Mao, tout le monde toutes les classes possédantes, comme diraient les communistes, la France de droite, les journaux français de droite, tout le monde lui est tombé dessus. Les États-Unis étaient dans un état comateux parce que les États-Unis interdisaient à tous les pays européens et tous ceux sous sa domination de reconnaître la Chine de Mao Tse-tung. Il fallait reconnaître la Chine du Kuomintang à Taïwan, qu'on appelait à l'époque encore Formose. Et De Gaulle avait fait ça, il avait médité ça. Si vous allez voir ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?», De Gaulle avait essayé de bâtir en 1963 le fameux traité franco-allemand de l'Élysée. Il avait essayé de bâtir une Europe qui serait anti-américaine, en tout moins qui ne dépendrait pas des États-Unis. Parce que je rappelle que De Gaulle, le traité de Rome en 1957, De Gaulle n'était pas au pouvoir. Il était en train de faire ce qu'on a appelé la traversée du désert après coup. Sa traversée du désert de 1946 à 1958, où il était à Colombey-les-Deux-Églises en train de rédiger ses mémoires, mais en suivant quand même la politique française. Et donc, le traité de Rome a été signé et ratifié sous Félix Gaillard, et non de la 4e République, et De Gaulle n'y était pour rien. Et lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir, il est arrivé dans le cadre de l'affaire d'Algérie. Bon, donc la seule chose, c'est à ce à quoi il a consacré toute son énergie, c'était l'affaire d'Algérie. Et dès que l'affaire d'Algérie est réglée, plus ou moins bien, ça c'est une autre histoire. Enfin, dès que l'affaire est réglée, donc au mois d'avril 1962, il y a le référendum, etc. Aussitôt, il fait une conférence de presse, 15 avril 1962, au moment même où il est en train de... Il fait un référendum sur l'autodétermination qui va déboucher sur l'indépendance de l'Algérie. Au moment même, là, il fait une conférence de presse, il est interrogé sur l'Europe. Et c'est à ce moment-là qu'il livre son sentiment profond sur l'Europe en disant qu'il y a un fédérateur extérieur qui n'est pas européen. Enfin, c'est dans cette Europe-là. Et donc, c'est là où il explique le dessous des cartes. Qu'en fait, la construction européenne, c'est une machination américaine pour mettre la France, l'engluer dans une Europe fédérale qui en fait, pour l'assassiner, pour la tuer, l'étouffer. C'est absolument extraordinaire de prémonition, de vision. Mais quand il est au pouvoir à ce moment-là, en 62, d'abord, l'Europe, ça n'existe quasiment pas. Il y a eu un traité, mais bon, la France était quasiment en guerre coloniale. Donc la guerre d'Algérie se termine. Bon, là, il prend les trucs. D'abord, c'est l'Europe des six, c'est le marché commun à six, et pratiquement rien n'a été décidé. Et à ce moment-là, De Gaulle regarde l'échiquier politique et il n'a pas les moyens politiques de proposer la sortie du marché commun, qui n'existe d'ailleurs pas. Et donc, comme il n'avait pas les moyens politiques de sortir de cette affaire, comme sa majorité à l'Assemblée nationale dépendait du MRP, donc de la tradition qui va de Robert Schuman jusqu'à Beyrouth, dont on en parlait, il dépend de ça. Et donc, pour conserver sa majorité, il est obligé de composer. Et donc, c'est là où, à mon avis, il a fait peut-être une erreur historique, c'est que il s'est dit, je vais pas sortir de l'Europe qui n'a pas porté tous ses fruits, je vais essayer de la subvertir de l'intérieur pour qu'elle joue pour le compte des Français. D'où ce traité franco-allemand de l'Élysée, qui visait à découpler géopolitiquement l'Allemagne des États-Unis et de faire de la France le numéro 1 en Europe. En fait, De Gaulle voulait refaire la France de Louis XIV. D'ailleurs, le Canard enchaîné de l'époque le déguisait en Louis XIV. D'ailleurs, il avait demandé à Malraux de rénover le château de Versailles, de commencer à le remeubler, etc. Donc il y avait tout un effort, les appels à la grandeur, tout ça, c'est De Gaulle. Et son rêve était de revenir à l'Europe du XVIIe et XVIIIe siècle, où toutes les cours d'Europe parlaient le français. C'est ça De Gaulle, ce qu'il a essayé de faire. Et il s'y est cassé les dents parce que, comme il l'a dit plus tard à Perfit, lorsque après le traité qu'il a signé, le traité de l'Élysée en février 63, a été dénaturé par le vote au Bundestag au mois de juin ou juillet 1963, puisqu'il avait fait en sorte de ne jamais parler ni de l'OTAN, ni des États-Unis, ni de la Grande-Bretagne. Les Allemands ont remis ça comme préambule interprétatif du traité. À ce moment-là, De Gaulle a dit « Les Allemands ont été mon grand espoir,
Ils sont mon grand désappointement. Et c'est à ce moment-là, ça se passe à la mi-63. Aussitôt, il dit à Perfit, on a d'autres moyens de s'en sortir. Et il convoque Edgar Faure. Et il demande à Edgar Faure d'aller en mission secrète à Pékin pour entamer les négociations de reconnaissance de la Chine populaire. C'est-à-dire que De Gaulle, la reconnaissance de la Chine populaire par la France, et comme vous l'avez dit, en 66, 2 ans après, le début de la politique de détente, parce que les Américains interdisaient les contacts à très haut niveau avec les Soviétiques, De Gaulle a bravé les interdits américains. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la conséquence directe de la trahison des Allemands quant à l'esprit qu'ils voulaient donner au traité de l'Élysée de 1963. Et De Gaulle l'a fait de façon tout à fait explicite. Vous avez un conseil des ministres, justement, où Perfit rappelle que des ministres ont rappelé en effet la stratégie, par exemple, de François Ier au début du XVIe siècle, face à la menace de Charles Quint et de l'Empire des Habsbourg. François Ier qui, dans un premier temps, a reconnu les princes protestants d'Europe, qui étaient justement une épine dans le pied des Habsbourg, et dans un deuxième temps, à partir de 1526, a fait une alliance avec Soliman le Magnifique, c'est-à-dire le chef de l'islam, ce qui est au grand scandale de la chrétienté. C'était ces alliances de revers pour desserrer l'étreinte de la puissance qui veut vous étouffer. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, la France... Aujourd'hui, je dirais les mêmes. Les mêmes que ceux, si vous voulez, le monde aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est... Il faut que la France ait d'excellentes relations avec la Russie. De Gaulle, toujours lui, je suis désolé de le citer, mais c'est quand même le plus grand homme d'État français depuis 150 ans, je pense. Quand on voit ce que c'est devenu, bon... De Gaulle avait cette formule, j'ai réfléchi, je me dis qu'il avait raison. Il disait que dans notre histoire nationale, à chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. Parce qu'on a vocation à s'entendre, on est aux deux bouts du continent, et notre intérêt est d'essayer de neutraliser la mythologie repas qui est dominée par le monde germanique. Et donc, et ça remonte déjà lorsque Philippe Ier, qui était le fils de Henri Ier, donc on est au XIIe siècle, se marie avec Anne de Kiev, et c'est déjà avec le monde russe qu'on lit ça. Et tout le XVIIIe, XIXe siècle, XXe siècle montre la justesse de la pensée de Gaulle. Il ne faut pas oublier que les Russes nous ont sauvé la mise en 14. S'il n'y avait pas eu une contre-offensive russe terriblement meurtrière à l'Est, qui a forcé, je crois, Ludendorff à dégarnir le front occidental pour aller renforcer le front oriental, l'épopée des taxis de la Marne n'aurait pas marché et la France eût été complètement envahie alors qu'on a réussi à bloquer en 1914 le front. Bon. Et puis je ne vous dis pas quand la personne le peuple qui a détruit Hitler, c'est pas les Américains, c'est d'abord les Soviétiques. C'est ça, c'est eux. Les batailles de Stalingrad et de Koursk, c'est elles qui ont cassé Hitler. Les Américains. De Gaulle le disait de façon un peu rigolote. Il disait « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Il avait dit ça dans une conférence de presse. Les Américains, en 14, ils n'étaient pas là. Et en 40, ils n'étaient pas là non plus. Voilà ce qu'il avait dit. Donc en fait, c'est ça. Alors, il n'y a pas que la Russie. Il faut qu'on ait d'excellentes relations avec la Chine, avec l'Inde. C'est plus compliqué. L'Inde, c'est un sujet que je connais assez bien. C'est assez compliqué. Mais aussi avec avec les BRICS. Voilà. La France devrait être avec les BRICS. Et je pense, c'était d'ailleurs dans mon programme présidentiel, qui était de demander que la France devrait sortir de l'OTAN et se rapprocher des BRICS en demandant dans un premier temps un siège d'observateur. Alors j'ai parfaitement conscience que le programme que je présentais était un programme d'une révolution géopolitique qui était vraiment très, très puissante. Enfin, c'était une de ces révolutions historiques qui arrivent pour un peuple une fois tous les 100 ans ou tous les 150 ans. Hein. Donc c'est pas parce que j'ai un costume, une cravate, que ma pensée n'était pas une pensée profondément révolutionnaire. De toute façon, je crois que le peuple français a quand même commencé à comprendre que s'il n'y a pas un changement, mais profond des choses, la France va décéder. Enfin, elle va mourir. Elle va se désintégrer, elle va partir en quenouille et peut-être même se désintégrer géographiquement et territorialement avec les euro-régions, etc. C'est la politique du diviser pour régner que poursuivent les États-Unis. Alors, justement, l'Allemagne, aujourd'hui, se dote d'un bouclier antimissile qu'elle achète à l'Israël, cofinancé par les États-Unis. Elle est suivie par d'autres pays européens.
pas par la France. Certains disent que ça remet en question la souveraineté européenne. Comment vous analysez-vous cette décision ? Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si vous me le permettez, je trouve que vos questions sont excellentes, parce que là, cette question, elle est vraiment très importante en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment avec l'Allemagne. On ne sait pas encore très bien, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous savez, j'ai dit depuis 15 ans que j'ai créé l'UPR, j'ai dit que le couple franco-allemand, c'est un mythe, c'est un bobard, ça n'existe pas. Parce que les Allemands... je vais parler de façon très générale, hein, donc forcément avec des imprécisions, des généralités et donc des erreurs. Mais fondamentalement, les Allemands, il y a une espèce de mépris latent des Allemands pour les Français. Voilà. Lorsque je crois que c'était Kim Keitel, me semble-t-il, qui était allé signer comment dirais-je, l'armistice en 1945, c'était à Rotonde, c'était encore une fois dans le même endroit qu'en 1914 et qu'en 1940. Lorsqu'il avait vu arriver le Français, il avait dit « Ah, die Franzosen auch !» Les Français aussi. Parce que ceux qui avaient battu l'Allemagne, c'était les Américains et les Anglais. Et accessoirement, ça c'était pour son collègue sur le front Est, les Soviétiques. Mais il considérait que les Français, non, on ne les avait pas battus. Donc depuis 1945, les Allemands considèrent que les Français sont un peu devenus une grande puissance par effraction. Grâce à la magie de De Gaulle, grâce à la personnalité de De Gaulle, grâce aussi à l'importance que représentait la France avec son empire colonial de l'époque, qui existait encore en 1945, le monde francophone, etc. Donc c'est comme ça que De Gaulle a arraché ce siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis De Gaulle a eu cette politique constante d'assurer l'indépendance nationale et donc d'avoir une bombe atomique. Or, vous savez que depuis le traité de Moscou de 1980, c'est assez récent en fait, il y a eu donc en fait 35 ans ont été nécessaires pour arriver à un véritable traité de paix définitif sur l'Allemagne. Et en 1980, il y a donc eu un traité de paix où l'Allemagne reconnaissait les frontières, notamment de la ligne Oder-Neisse, c'est-à-dire les frontières orientales de l'Allemagne de l'Est. Dans ce traité, il a été précisé que l'Allemagne n'aurait jamais le droit de posséder l'arme nucléaire. C'est un engagement surveillé, garanti par les grandes puissances qui étaient les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. Voilà. Un peu comme il y a eu le traité de Minsk avec des garants de l'accord de Minsk. Sauf que la France et l'Allemagne n'ont pas assuré, je parle de l'Ukraine là, la viabilité des accords de Minsk. Donc le traité de Moscou, c'est celui-ci, et l'Union soviétique, qui est l'une des garantes, je peux vous dire qu'ils regardent ça de très très près. Donc, depuis 1945, les Allemands se sont retrouvés dans un pays coupé en deux, victimes, objet en tout cas, parce qu'ils l'avaient bien mérité, mais d'un opprobre mondial. C'est quand même le pays de l'extermination des Juifs, de l'extermination des Tziganes, toutes les horreurs de l'hitlérisme. Et donc les Allemands ont été un peuple qui a été écrasé psychologiquement. Et ils ont admis, un peu comme les Japonais ont été écrasés psychologiquement par les États-Unis avec les bombes de Nagasaki, d'Hiroshima et de Nagasaki. Le Japon, ça a été un écrasement psychologique, puisque le Japon, dans toute son histoire de 2000 ans, n'avait jamais été envahi. Donc ils ont reconnu vraiment qu'ils avaient été battus, mais au sens, c'est presque ontologique, c'est un problème quintessentiel. Et les Allemands aussi, ils ont été écrasés par les Américains, sachant que, comme vous le savez, les Américains sont aussi d'origine allemande. Il y a eu une énorme émigration allemande aux États-Unis, notamment au XIXe siècle, au début XXe, de telle sorte que lorsque vous allez dans le nord des États-Unis, vous allez dans le Wisconsin, dans le Manitoba, vous allez dans les grandes plaines du Nord, vous avez beaucoup de personnes d'origine allemande. La capitale de l'État du Dakota du Nord, allez vérifier, s'appelle Bismarck. C'est quand même quelque chose. Et puis Boeing, Marlene Dietrich, ou bien, comment il s'appelait, ce sont des Kissinger, etc. Ce sont des gens d'origine allemande. Donc,
vous savez que Churchill avait dit le 6 juin 1944 à De Gaulle, De Gaulle était furax de ne pas avoir été prévenu du débarquement de Churchill. C'est là que Churchill avait eu cette fameuse phrase « Entre le continent et le grand large, nous préférerons toujours le grand large ». Eh bien, la vérité, c'est que les Allemands, entre la France et les États-Unis, préféreront toujours les Américains. Voilà. Et donc, on a mis ça sous le tapis. On a parlé d'un couple franco-allemand. Mais comme je l'ai souvent dit, on a des franco-allemands à l'UPR. Hein. On a des couples mixtes, on a des gens qui m'ont confirmé la justesse de ce que je dis. Nous, on parle en France du couple franco-allemand. En Allemagne, personne n'a jamais parlé du couple franco-allemand. Comme le dit, j'ai un ami qui me disait l'autre jour, oui, si vous dites que vous formez un couple avec Beyoncé, vous avez intérêt à ce qu'elle le confirme, parce que si elle n'est pas au courant, c'est un problème. Donc là, voilà, on parle du couple franco-allemand, mais les Allemands ne se sont jamais considérés comme ça. Et au contraire, l'évolution des événements leur donne des ailes. Et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est terrible, parce que il y a un ressentiment allemand vis-à-vis des États-Unis. Les Allemands, ils savent que c'est très probablement, à 99% de probabilité, que c'est les États-Unis qui ont détruit Nord Stream 2. Ils le savent. C'est un acte de guerre. Ils ne peuvent pas le dire. L'Allemagne, c'est un pays qui est occupé militairement par les États-Unis. Ils voient bien que les États-Unis placent l'économie allemande dans une situation catastrophique. Ils ne peuvent pas le dire. Mais les Allemands, ils ont une acrimonie peut-être supérieure encore avec les peuples d'Europe du Sud, au premier rang desquels la France, mais aussi l'Italie, la Grèce, etc., à cause de l'euro, puisqu'on ne parle jamais de l'euro en France. Mais je peux vous dire que toutes les élites allemandes ne regardent que ça, parce que les déséquilibres au sein de la zone euro continuent de s'aggraver. Et les Allemands ont la hantise que tout ceci s'effondre, et ça s'effondrera, et que ce soit eux qui aient un sinistre à écluser de 1000 milliards ou de 1100 milliards de dollars, d'euros, c'est la même chose aujourd'hui avec le même, qui sont les créances sur les banques centrales du Sud, qui sont dans le cadre de ce qu'on appelle Target 2, c'est les créances de la balance des paiements. Donc, moi, ce que j'interprète, les événements en ce moment, c'est que tout se passe un peu comme si les Allemands s'étaient dit... Bon, OK, c'est les Américains qui gagnent. Ils nous coupent de la Russie. Nous, notre projet d'ambition, etc., c'est mort. D'ambition un peu d'indépendance, ou du moins de lien avec la Russie, dont avait été un des fers de lance Mme Merkel ou le chancelier Gerhard Schröder, son prédécesseur. Et tout se passe comme s'ils disaient, bon, on n'a pas d'autre solution que de faire comme en 1945, d'obéir aux États-Unis. Mais en revanche, maintenant qu'on nous casse plus j'allais dire une grossièreté, qu'on nous casse plus les pieds avec les Français et les Allemands. C'est exactement ce qui se passe. Je ne serais pas extraordinairement surpris si dans les semaines qui venaient ou dans les mois qui venaient, on avait un énorme problème sur l'euro. Avec la Banque Centrale Européenne qui disait, ben non, maintenant on arrête de racheter sur le marché secondaire les obligations à 10 ans de l'Italie et de la France. Parce que si c'est le cas, l'euro peut exploser dans les 5 jours. Parce que les Allemands ont le sentiment que c'est eux, au bout du compte, qui payent. Ils ne sont pas tout à fait les seuls. Il y a aussi, dans la même galère, il y a les Néerlandais, les Finlandais et les Luxembourgeois. Mais ils ont un sentiment très aigu que les financiers appellent l'aléa moral. C'est-à-dire que la France s'endette, fait de l'endettement. Normalement, sa monnaie devrait s'effondrer. Normalement, notre endettement devrait connaître une explosion de ses taux d'intérêt. Mais c'est parce qu'on se repose toujours sur Germania, sur l'Allemagne, qui nous donne son image de respectabilité monétaire pour finalement en profiter. Et ça, les Allemands ne le supportent plus. Donc je pense que cet aspect monétaire des choses que les Français n'ont pas du tout à l'esprit, parce qu'on leur dit que l'euro c'est formidable, non, l'euro est au bord de l'explosion. Et il nous vaut actuellement une acrimonie croissante des Allemands. Et je vais terminer mon propos, c'est un petit peu, si vous voulez, comme un peu cette expression. Imaginez, par exemple, vous êtes dans un grand groupe, il y a le big boss, le PDG, qui convoque le directeur d'unité dans laquelle vous travaillez. Bon. Et le directeur d'unité va voir le big boss, le PDG, et il se fait engueuler comme du poisson pourri. Et quand il revient,
le votre directeur d'unité, il se met à engueuler tous ses subordonnés comme du poisson pourri. Voilà. Parce qu'il s'est ramassé l'engueulade, il va transmettre l'engueulade aux autres. Et ben c'est un petit peu ça, si vous voulez, je pense, actuellement l'Allemagne. L'Allemagne, en ce moment, elle s'est fait engueuler par les États-Unis, maîtrisée, ils sont humiliés par les États-Unis. Ah ben c'est comme ça, donc comme ils peuvent pas répondre aux États-Unis, eh bien ils se vengent sur les autres peuples d'Europe qu'ils méprisent profondément, puisqu'ils les avaient surnommés les pays du Club Med, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire.